Y a-t-il au cinéma un plus beau, plus fantasmé, plus magique dragon que ce Vermitrax créé par ILM et qui va être copié par certains films mais jamais égalé? De Smog au dragon du règne de feu, Vermitrax les dépasse tous par la beauté de l'image et de l'animation. Depuis plusieurs années, et surtout sur ces années 80, Hollywood va nous gratifier d'aventures, de héros et de monstres plus qualitatifs les uns que les autres, et vont en plus travailler notre imagination et notre visuel, et nous faire rêver. Le dragon du lac de feu, appelé Dragon Slayer en anglais, comprenez le tueur de dragons, va se pencher sur les grandes épopées de la fantasy. Nunc habeamus lucem. Des héros et un magicien sont bien les personnages principaux du film, mais ils sont évincés par la créature du titre, un choc visuel sans précédent encore aujourd'hui, et dont les vrais héros sont bien sûr les animateurs de chez ILM. The mixture of art and technology. Ce sont Al Barwood et Matthew Robbins qui sont à l'origine de l'histoire du film et dont Robbins sera le réalisateur. Barwood a écrit Sugarland Express, un premier film cinéma de Tonton Spielberg, et le MacArthur de Joseph Sargent. Il va réaliser et écrire avec Robbins Contact Mortel en 1985 avec Sam Waterston, Kathleen Quinlan et Yaphet Kotto sur un virus qui rend les gens complètement fous dans un complexe militaire. Matthew Robbins, lui, a réécrit en script doctor le scénar de THX 1138 de George Lucas, comme son ami, le Sugarland Express et le Rencontre du troisième type, l'appareil en script doctor, le MacArthur toujours avec son ami, le fameux Contact Mortel, Miracle sur la 8e rue, qui va réaliser un film à la Cocoon, Mimic de Del Toro, Don't Be Afraid of the Dark en 2011 et Crimson Pink et le Pinocchio de Del Toro. Voyons ce que vous apportez. Les deux compères sont hors du système hollywoodien et vont galérer pour essayer de trouver avec ce film à gros budget un preneur, et ce sera la firme Disney, bien sûr, notre ami Mickey, qui va le produire. Ils ont eu la chance de croiser Francis Ford Coppola et Steven Spielberg lors de leur travail, et vont apprendre de ce dernier la technique des effets spéciaux. Ils vont donc décider de s'attaquer à ce dragon qui va leur permettre d'écrire un sujet sur une créature et ainsi éviter toute crise d'un acteur qui serait le personnage principal. Ayant vu les techniques de George Lucas et étant amis avec lui, ils vont se tourner vers sa boîte d'effets spéciaux vu la grandeur de leur idée de film. Le but est de faire l'inverse de Star Wars et partir vers l'obscurantisme et la superstition d'une époque lointaine sur une créature dont l'imaginaire pour les gens est source de fantasmes les plus absolus. Ils sont amateurs de lecture de genre, notamment le Nibelungen ou les romans d'Anne McCaffrey, et ont aussi été bercés par les films d'animation de chez Disney, comme les personnages de l'apprenti sorcier de Fantasia, qui seront déterminants. Oh, je connais la créature qui t'effraie. Vermitrax, le monstre de l'immonde. Leurs personnages sont crédibles et réalistes avec des touches de merveilleux, pas de chevalier ou de princesse en détresse donc, mais un sérieux de reconstitution de l'Angleterre du VIe siècle. Le film est gris, sombre, les villages boueux, on est souvent dans le noir, les roches même le sont, on est loin de Krull. Les abris sont misérables entre huttes et maisons et les personnages du film n'en sont pas moins rudes. Pour éviter les tracas d'un film à personnages, vaste à la Tolkien, il décide de réduire le nombre pour faciliter le travail. Pas d'elfes, de nains ou de hobbits donc, que des humains superstitieux en proie à la peur. C'est peut-être pour cela que le public va bouder le film. Dragon immonde, rencogne-toi sous terre! Le dragon donc est essentiel dans les croyances de ces humains qui vivent à Urland, qui est un mot allemand pour dire pays primitif, comme un village africain qu'un lion aurait décidé de terroriser. Le dragon conditionne donc la vie des villageois, comme dans toute histoire autour d'une bête ou monstre considéré comme le mal absolu, les sacrifices humains vont devenir légion pour apaiser les peurs sans que celles-ci ne disparaissent jamais vraiment. Ce n'est donc pas par croyance, mais par obligation qu'ils offrent les leurs à la bête. Le dragon a même un nom, Vermitrax péjorative, qui veut dire ver maléfique de Troie. Le film est aussi basé sur la relation maître et élève, entre Galen l'élève et Ulrich le magicien. Ce dernier, vieillissant, habite dans le château de Cragandmore et étudie parchemin et astres. Et tu veux toujours devenir sorcier? Oh oui, c'est mon plus grand désir.
Il est le dernier des magiciens, plus personne n'y croit, comme Vermitrax est le dernier des dragons. La magie est en train de quitter ce monde un peu à peu, et il aide sans trop y croire le jeune Galen à apprendre ce qu'il sait. C'est Paramount, en association avec Disney, qui va donc produire le film. Disney sort du trou noir, qui n'a pas réussi à trouver un succès au box-office, et doit absolument performer avec ce film. Disney veut aussi se renouveler, les jeunes évoluent et s'en rendent compte et commencent à travailler sur des films pour adultes comme Tron, Les Yeux de la Forêt ou La Foire des Ténèbres. ILM et Disney vont donc collaborer sur les effets et nous imposer un dragon comme on n'en a jamais vu. En effet, le cinéma n'a jamais hésité à faire du dragon un élément comique ou gênant. Vermitrax va remettre les pendules à l'heure. Les deux scénaristes vont tout lire sur la bestiole et bien sûr s'arrêter à la légende de Saint-Georges et du dragon. Vermitrax péjorative, conforme aux légendes de sa conception, et fut réalisé par David Bennett sur des dessins préparatoires. Il est inspiré du ptérosaure, donc un dinosaure, et les vols devaient être majestueux tout en faisant en sorte qu'ils soient terrifiants. C'est donc la stop motion qui va être utilisée. C'est une technique que les gens utilisent depuis le King Kong de 1933 et tous les effets possibles pour rendre crédible la bestiole. « 25% du budget furent investis dans le dragon, soit 4 millions de dollars, et cela se voit. Taille réelle, miniature et effets optiques nous donneront des images à jamais inoubliables. Phil Tippett, qui avait animé la superbe séquence des AT-AT dans l'Empire contre-attaque, va garder le design du dragon en allongeant légèrement la tête toutefois. L'animation va passer du stop motion classique à la go motion, c'est la même méthode mais aidée par un ordinateur. And we were always pushing to try to come up with some other way to make just amazing shots. So that would look fresher, more realistic. It's a rare thing to have a company like this that... Danny Lee, qui est un vétéran des effets mécaniques, va essayer de construire le dragon en vrai, mais ne disposera pourtant que de 3 mois. Il fut aidé par Brian Johnson, qui avait travaillé sur Cosmos 1999, Alien, et dont il eut un Oscar, et l'Empire contre-attaque. Après plusieurs échecs sur le tournage, qui firent construire 3 têtes au total, c'est Chris Wallace de chez ILM, un futur concepteur de La Mouche de David Cronenberg, réalisateur même du second film et concepteur des Gremlins, qui va s'y coller. Ayant travaillé sur Piranha et Scanners, l'homme sait y faire. Il va travailler sur le dragon du lac de feu et les aventuriers de l'Arche perdue en même temps, ce qui est un sacré exploit. La tête qu'il construisit mesurait à peu près 40 cm de hauteur et ses mécanismes fonctionnaient merveilleusement bien et étaient moins monolithiques et saccadés que les 2 premiers. Et enfin, c'est Ken Ralston qui va s'occuper des séquences de vol, sans doute les plus belles jamais filmées. Peu d'acteurs, en tout cas peu d'acteurs d'intérêt dans ce film, puisque le dragon est vraiment la star. Peter McNichols, un jeune héros nommé Galen, dont c'est ici le premier film, est un acteur qui, si on le découvre aujourd'hui, aurait du mal à nous faire croire qu'il a joué dans ce film d'aventure dont il est le héros. L'acteur est connu pour son rôle du docteur Janos Poa dans le SOS Fantôme 2 de Ivan Reitman, en adorateur de Vigo. Mais c'est à la télévision où il va exploser de 1997 à 2002 dans le rôle de John Cage, avocat associé principal déjanté aux plaidoiries complètement tarabiscotées et aux drôles de lubies dans la série Ali McBeal de David Kelley. Il y est drôlissime, on le verra ensuite dans les séries Numbers, 24 heures chrono ou même Marvel, les agents du Shield. Il est doublé ici par Bernard Allan. Redit magus, exterra mortuorum.
On ne présente bien sûr plus Ralph Richardson, qui joue le magicien Ulrich de Kragenmoor, fait chevalier en 1947. Il a une filmographie shakespearienne et impressionnante. Anna Karenine, Richard III, Oscar Wilde, Exodus, Falstaff, le Docteur Zhivago, la bataille d'Angleterre, le Rollerball et Greystock dans le rôle du 6e comte de Greystock, où il y est exceptionnellement émouvant. C'est Jean Davy qui le double. Noble Dieu. En cet enfer maudit, déclenche ton pouvoir! Et enfin, dans un petit rôle, nous avons Ian McDiarmid, futur empereur galactique et Sith de son métier, et qui joue ici le frère Jacopus. Nommé aux Oscars pour sa musique du dragon du lac de feu Dragon Slayer, Lance North est au bout de sa carrière. Il finira d'ailleurs celle-ci sur 3 John Huston, Au-dessus du volcan, L'honneur du Prizzi et les gens de Dublin, et le Good Morning Vietnam. Alex North, c'est Intramuros mes désirs, Mort d'un commis voyageur, Spartacus, Les désaxés, Cléopâtre, Les Cheyennes, Qui a peur de Virginia Woolf, ou le score rejeté de 2001 Odyssée de l'espace, dont Kubrick n'a pas voulu. North est donc un compositeur qui a diablement compté à Hollywood. Pour son Dragon Slayer, il va s'inspirer de Prokofiev, mais sans mélodie hollywoodienne classique. Il faut, pour apprécier et comprendre la musique, être très attentionné si on veut comprendre ce que veut dire le compositeur, comme le film d'ailleurs. La musique est très riche en contrepoint, la voix du dragon est annoncée par les cuivres et est complètement en parallèle avec le film. Après une édition vinyle et 2 éditions chez SCSE, La La Land va donc éditer le score complet qui va utiliser les masters d'Eric Tomlinson mixés par Mike Matessino. Il faut le dire, il faut vraiment aimer la musique de film et en écouter depuis très longtemps pour réellement aimer celle-ci. Elle est d'une complexité rare et d'une technique irréprochable et fait partie de mes préférés. Le dragon du lac de feu expose la transition d'une ère à une autre, comme l'était Le Seigneur des Anneaux ou Excalibur avant lui. Le film est très riche et a plusieurs niveaux de lecture et a le malheur de sortir 2 semaines après le premier Indiana Jones. C'est le syndrome The Thing. Peu de scènes d'action d'Heroic Fantasy et une première partie un peu lente à démarrer, mais il faut l'avouer, dès que Vermitrax apparaît, c'est un autre film qui est devant nos yeux. Le film n'aura donc pas le succès prévu, sûrement à cause de l'effort que doit faire le spectateur pour entrer dans l'histoire, mais la photographie magnifique de Derek Van Clean, déjà responsable de celle d'Alien, aide à l'immersion et tournée en lumière naturelle. On pense même parfois à Excalibur par la beauté et la complexité de son histoire. Le Dragon du lac de feu n'est pas un film facile, mais il est audacieux, et rien que pour cela, et le superbe Vermitrax, Dieu que j'aime ce nom, je lui mets un beau 6 sur 6. J'espère que vous serez d'accord avec moi, c'est pour moi un grand film de dragon, en tout cas quelque chose qui est assez rare dans le cinéma, un film où il faut se préparer à une histoire à plusieurs niveaux de lecture, ce qui est assez rare. Voilà, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je vous répondrai, pensez à vous abonner, c'est gratuit. À bientôt les loulous avec du lourd, bye bye.